podcast vous est proposé avec la participation de Numéricable. Et nous sommes recommandés par la bande dessinée Les Geeks. Bonjour et bienvenue dans ce podcast de Geek Inc, le numéro 102. Comment allez-vous? Ça va très bien. Salut les geeks. Et on a perdu Julien en route. Ben oui. Il n'a pas pu venir, malheureusement. Donc, voilà. On fera sans lui et ça va être un numéro un petit peu spécial puisque l'idée c'est de faire un Geek Inc avec d'autres animateurs de podcast No Watch. Et la partie high-tech sera entre autres présentée avec Patrick et d'autres, avec William et tout ça. Donc, cette semaine, on va vous parler de plein de choses, comme d'habitude. Un peu de série, et c'est d'ailleurs pour ça que Alex est là, et toi aussi d'ailleurs, vous d'habitude t'es jamais là. Donc Alex de Season 1, Sophie qui fait aussi Season 1. Vous avez quelque chose à dire avant de démarrer? Rien? Remercier peut-être les gens qui sont là? Ouais, merci à tous ceux qui sont venus nombreux sur... Ouais, parce qu'en fait on est à Comic Con, on est en public. Et il y a une foule assez impressionnante, je dois dire. Je vais être perturbé tout le long, je suis désolé. Je m'excuse d'avance. Le canapé me manque. Moi aussi, là, je me sens un peu. Les chaises font mal aux fesses. Ouais. Et il manque les cahuètes. Mais bon, à part ça. C'est vrai. Bon, enfin. On va commencer de suite, du coup, avec la première partie, la culture. La culture, et donc on va parler de séries télé, et en particulier une série qu'on avait rapidement évoquée avec Julien à l'époque, et tu étais là je crois aussi, non? Non, j'étais pas là. Ah non, t'es pas là. C'était pas toi. C'était pas toi, d'accord. Qu'on avait évoqué rapidement avec Julien, puisqu'on avait vu en gros le prélude à Game of Thrones, et d'ailleurs on avait fait de magnifiques fails en décrivant, Game of Thrones, mais forcément on n'avait pas encore vu le pilote, et c'était juste notre ressenti sur en gros l'espèce de making-of ou de prélude qu'ils avaient présenté. Donc on va revenir sur cette série dont la première saison vient de se terminer aux États-Unis et qui va bientôt être diffusée en France sur Orange. Et je dois dire que j'ai été le premier à être agréablement surpris par cette série télé qui en fait est une espèce d'énorme saga qui va se dérouler très certainement sur de nombreuses saisons. Mais il y a 12 volumes au livre, hein, donc il y a de quoi faire. Il y a de quoi faire. La première saison, Sophie? La première saison, c'est 10 épisodes et ça raconte en gros l'histoire d'un continent imaginaire sur lequel règne un roi qui s'appelle Robert Baratheon, et c'est en fait le roi qui malheureusement décède, et donc il faut lui trouver un... J'ai dit n'importe quoi, je suis perturbée. Vas-y, comme d'hab. Oh, ça va. Non, en fait, il décède pas. C'est la main du roi qui décède. Et le roi part rechercher son ami Ned Stark il va lui demander d'être la main du roi. La main du roi, c'est en gros son bras droit. Adjoint, son bras droit. C'est lui qui gère quasiment le royaume. Et Ned Stark, c'est, on pourrait dire, comme le gouverneur d'un royaume qui s'appelle le royaume de Winterfell. C'est le royaume du Nord. Et dans ce pays, il y a en fait 7 royaumes. Donc lorsque le roi demande à Ned Stark de devenir la main du roi, il accepte à contre-cœur parce que ça veut dire qu'il faut qu'il quitte sa terre pour retourner dans le royaume. Donc il emmène avec lui ses 2 filles et ils partent s'installer au château du roi. En parallèle, le fils de Ned Stark, qui est en fait son fils bâtard, lui est envoyé encore plus haut dans le nord, tout en haut, là où il neige, là où il fait froid, et qui est... à Strasbourg. Oui. Non, je déconne. Non, tout au nord, donc, où il y a un immense mur. Et derrière ce mur, il y a des créatures étranges dont on ne sait pas vraiment quelle forme ils ont, mais en tout qui cas, font flipper hein, quand même. Qui font quand même carrément. Stop le spoil. Stop. Hein, c'est bon, on en a assez dit. Bon, voilà. Et c'est pas fini parce qu'il y a une troisième intrigue, monsieur. La troisième intrigue se passe dans un autre royaume, c'est le royaume désertique où il y a une famille qui s'appelle les Targaryen qui eux ont été évincés du trône
et qui veulent à tout prix reprendre les rênes du trône en menant une bataille terrible contre le roi. Waouh, ça fait peur. C'est eux où il y a la superbe belle blonde Emilia Clarke. Oui, c'est ça. C'est C'est ça. ça. Ah, mais tu l'as repéré, toi. Ah, je l'ai repéré En tout de fait, suite. lui, les personnages, c'est la belle blonde, la belle brune. la brune chaude et tout ça. Faut que je me tienne à ma réputation que tu m'as faite. Bah, Hein. oui, oui, Bon, au niveau du casting, oui. parce qu'il faut quand même en parler, il y a des gens importants dedans. Oui. Rien que Ned Stark, Ned c'est Stark, Sean Bean, C'est Sean Bean. qui est incarné entre autres Boromir dans la trilogie du Seigneur des Anneaux. Oui. Il y a aussi Lena Headey, elle était dans Terminator, Oui, qui incarne en fait la reine. la reine chaude. La reine quoi? La reine chaude. La reine chaude. Ah ouais, là, il faut aux fesses. Ça, Hein. c'est pour remettre Alex dans le contexte. en La fait. reine chaude. J'ai pas que ça Tu quand vois même, arrête. Celle qui a le feu aux fesses, tout ça. Ouais. Ben voilà, c'est elle. C'est elle qui couche avec son. C'est ça. On ne Non, sait pas. pardon, on ne j'ai sait rien pas. dit. On a Elle couche rien- avec tout le monde. C'est Non, mieux comme ça. pas vrai. Non, au niveau des familles, puisque c'est ça qui est important, parce qu'en fait dans Game of Thrones, c'est pas juste un truc où on s'étripe, hein. C'est pas juste un truc où on baise. C'est baiser. C'est aussi en fait tout un jeu de pouvoir qui a autour de ce trône, en fait, les différentes familles qui essaient d'accéder en fait au trône et dominer en fait ce continent de Westeros. Est-ce que tu peux nous présenter les différentes familles, les Lannister, tout ça, machin? Ah ouais. Ah, je te fais travailler. Ouais, attends, là, il y a des- Au moins les plus importantes. Donc, la famille Stark d'abord, donc c'est Ouais. la famille de la main du roi. C'est un peu ceux, enfin, en tout cas dans la saison 1, c'est un peu ceux qu'on considère comme les gentils, enfin au moins ceux auxquels on s'attache peut-être le plus. Bah, disons, c'est ceux qui font le moins de coups De pute. dans le dos. Donc, je cherchais des mots, tu vois, pour pas être. Bon, bref. Ouais. Donc ensuite, il y a les Lannister. Donc eux, c'est la famille de la reine. La reine est une Lannister et. C'est des chacals. Et c'est voilà. Non, c'est des lions des d'ailleurs. vipères. Enfin, c'est même des enfoirés, on peut le dire. Oui, Aussi. on peut le dire. Hein. Aussi. Donc il y a les Targaryen, c'est la famille, les familles qui ont été isolées et qui veulent à tout prix retrouver le trône. Et c'est bon. Et ben voilà. On a fait Il y le en tour. trois. Ouais. Ouais. Et il y en a 3, mais il n'y a qu'un seul trône. Il n'y a qu'un seul. C'est ça. C'est ça le problème. C'est ça le problème. Et ensuite, il y a tout un tas de conseillers au roi qui, on ne sait jamais en fait de quel côté ils sont. Et voilà. C'est de la politique, hein. C'est la avant tout politique, une série c'est exactement politique. ça. Donc, avant même d'être une série d'heroic fantasy, c'est vraiment de la politique. Et ça pourrait presque, je dis bien presque, être une série historique. Comme on a pu le voir au niveau des décors, au niveau des enjeux politiques, ça pourrait presque être ça. Sauf que ça n'en est pas sûr. Sauf que ça n'en est pas une. Eh ouais. Et heureusement. Au niveau en fait de l'univers, on retrouve beaucoup d'éléments de mythologie. Ils ont expliqué ça d'ailleurs dans le making of en fait, que pour recréer l'univers visuel, ils avaient utilisé des choses que l'on connaît nous en fait. Ils se sont inspirés de différentes cultures pour recréer des motifs et tout ça. Enfin, Ça voilà, fait quoi. penser à certains jeux de rôle médiéval fantastiques. Ouais. Parce que notamment, on parle beaucoup de dragons. Oui, on parle beaucoup de dragons, ouais, effectivement, sans vraiment les voir. Enfin, je dis ça, je dirais. Et même si c'est pas flagrant à l'écran, la personne qui a écrit les romans de Game of Thrones a reconnu qu'il s'était quand même inspiré dans un coin de sa tête à Tolkien et à la mythique trilogie de l'anneau. Les Mais fans, très très loin. les fans l'opposent un peu, mais bon voilà. Ah oui, mais enfin si l'auteur le dit, on va quand même le croire. Voilà, on va le croire sur parole. C'est 10 épisodes la saison 1. C'est court. C'est une série HBO. Les épisodes sont longs par contre. Les épisodes, ça dure quasiment 1 heure. hein. Donc, Ouais. on a Qu'est-ce quand même que le temps de alors, développer du coup, on l'histoire. va passer à vos avis. Toi, Alex, qui à l'origine quand même n'est pas spécialement geek. Je vois pas pourquoi tu dis ça. Non, J'ai quelques petites lacunes en matière de geek, mais c'est tout. Ouais. Qu'est-ce que tu as pensé justement de cette série qui est quand même une série fantastique comme on n'a pas spécialement l'habitude de voir Bah, à l'heure où il se passe pas grand chose en matière de séries sur les networks, déjà il se passe beaucoup de choses sur le câble et honnêtement Game of Thrones c'est l'une des plus belles surprises depuis plusieurs années. Il y en a une autre qui était arrivée juste avant dans le même registre et qui vient d'être annulée, c'est Camelot. Ouais. Et qui vraiment est là pour le coup très très mauvaise, mais Game of Thrones c'est magnifique, les décors, le casting est juste parfait, que ce soit les premiers ou les seconds rôles, ils sont tous parfaits, les intrigues sont fantastiques et surtout ils osent, je ne spoil pas, mais ils osent tout, jusqu'à la fin de la saison ils osent tout, même ce qui paraît être impensable et interdit dans une série, et ben eux ils le font
Dans l'épisode 9, j'en dis pas plus. Mais tu as aimé donc? Ah, moi j'ai adoré. Mais dès le début, c'est-à-dire que malgré le fait que ce soit un poil compliqué pour saisir tous les enjeux, pour saisir qui est qui par rapport à qui va faire quoi, on s'en fout, on rentre dedans, on est subjugué par tout ce qui se passe à l'écran. Moi j'adore, franchement c'est un coup de cœur, un gros coup de cœur. Le dernier c'était True Blood et là c'est Game of Thrones. Donc, je suis fan aussi. Ouais. Toi Sophie, qu'est-ce que tu en as pensé? Alors moi j'aime pas spécialement les séries d'Heroic Fantasy, et surtout ce que j'aime pas dans les séries comme ça, c'est les scènes de bataille, et justement j'étais hyper satisfaite par Game of Thrones. J'ai adoré aussi parce que il n'y a pas de grosses batailles. Il y a des batailles certes, mais c'est pas du fight à tout va, c'est des analyses de la situation, c'est des dialogues. C'est plus de la stratégie en fait. Quoi. On voit plus le côté stratégique et finalement. C'est génial, c'est la lutte des pouvoirs, on met aussi les personnages féminins en avant. Pour une fois, c'est pas juste, ils sont pas juste là pour faire plante verte. Elles aussi elles peuvent faire des coups de pute ou faire l'étoile de mer. Voilà, et mention spéciale aussi aux acteurs, notamment ceux qui jouent les gamins, parce que parfois dans les séries les gamins ils sont un peu insupportables ou ils jouent pas très bien. Là c'est juste parfait. Et puis moi ce qui m'a fasciné dans Game of Thrones, c'est le générique, qui est une bombe atomique. C'est-à-dire il est vachement beau. Il est vachement beau. On se plaint toujours. Ouais, le seul truc moi que je regrette, c'est qu'en fait il est vachement beau tout ça machin. Seulement quand tu regardes les épisodes, il est quand même super long. Il dure 2 minutes et quelques. Non mais je suis d'accord. Il est bien au premier épisode. Au dixième, on en a ras le bol. Ouais. Mais on s'est tellement plaint nous que les génériques disparaissaient partout que au moins sur HBO et sur les chaînes du câble en général, ils font l'effort que les séries aient un vrai générique et un beau générique. Alors après 1 minute 30 pour un générique. Ouais, même True Blood, tu regardes le générique, il est super long. Ouais mais j'adore. Je m'en lasse pas. C'est vrai. Ça c'est parce que tu peux chanter sur True Blood. Bon, exactement. Et moi, qu'est-ce que j'ai pensé de Game of Thrones? Est-ce que j'aime ou est-ce que j'aime pas? En fait, je suis super fan. C'est pas étonnant en fait. Non, je suis ultra fan de cette série et effectivement, comme tu dis, ils osent absolument tout. Et c'est ça qui est génial parce que d'un épisode sur l'autre, en fait, tout change. C'est ça en fait. T'as l'impression que voilà, ça va se dérouler et tout et que les jeux sont faits et en fait pas du tout. Toute la tendance inverse et ça devient une autre histoire. Il y a des personnages qu'on pensait secondaires qui deviennent les personnages principaux et ainsi de suite. C'est ça qui est hallucinant. Et finalement, il n'y a pas de personnage principal. Non. Si on devait en retenir un, ça serait finalement le trône. On entend tout le temps parler de ce trône. C'est lui le personnage emblématique. Qui est magnifique en plus. Hein. Ou le mur aussi, parce qu'on en entend assez parler. Donc voilà, c'est complètement hallucinant et je suis ultra fan de cette série que je vous recommande franchement chaudement. Et pour revenir à ce que tu dis, en fait, Game of Thrones c'est une série qui sait ce que ça veut dire le mot cliffhanger. Ah oui, ça c'est clair. Dès le premier épisode, en fait, il fallait oser à la fin du premier épisode. Ouais, et chaque épisode, en fait, t'attends la suite, quoi. Salut Cédric. Oui Patrick. Je passe juste une toute petite seconde pour ajouter un truc dont vous n'avez pas parlé, c'est la fidélité par rapport au livre, qui est incroyable et c'est une énorme qualité et un énorme courage de HBO. Ils vont jusqu'à reprendre des lignes de dialogue, enfin des scènes de dialogue entières. Et c'est vraiment une qualité. C'est juste hallucinant en fait. Qu'il faut citer. Ouais. Mais tu as tout à fait raison. Contrairement à des séries comme Walking Dead, qui ont osé des choses que j'aurais jamais pensé, mais là en mal. Il faut vraiment se lancer dans les bouquins, hein. Ça vaut vraiment le coup de les découvrir. Même s'il faut passer les grosses descriptions, mais ça vaut vraiment le coup. Mais bon, franchement, voilà. Je vous le recommande chaudement. Est-ce que vous avez regardé Game of Thrones ici? Est-ce qu'il y a des gens? Ouais. Il y a quand même une grosse majorité. Et vous aimez ou pas? Oui, ouais, vous êtes assez fan. Génial. On enchaîne avec une autre série. Donc tu vas rester avec nous, Alex. C'est gentil, merci. Ouais. On va parler de Falling Skies, qui sera diffusé, alors vous l'avez peut-être déjà vu, mais il sera diffusé à Comic Con demain. Et à partir du 5 juillet sur Orange. Et à partir du 5 juillet, voilà, sur Orange. Alors, oui. Tu vas nous parler un peu de l'histoire de Falling Skies. Eh ben c'est pas gagné. Tu as adoré la série, donc tu peux en parler. Oui. Donc c'est un peu une série post-apocalyptique. Ça commence, la Terre a été attaquée par des extraterrestres et on suit des groupes d'humains qui luttent pour survivre dans le monde qui a été dévasté par ces créatures dont on ne sait absolument rien. Ah, ça brille le truc. Hein. Ça brille. Donc les extraterrestres qui ont attaqué le monde sont en fait des créatures qui ressemblent à des insectes géants, mais des insectes métalliques qui ont
Pas tant que ça. Et qui ont mangé un peu un lézard en même temps. C'est un mixte de plusieurs choses. Ah, en fait c'est vrai qu'on les voit pas spécialement On voit pas très bien. clairement. Mais oui, effectivement. Donc c'est une invasion. Une invasion d'extraterrestres, mais c'est pas des extraterrestres qui nous ressemblent. Non. Et qui ont des robots Non. qui s'appellent les mechs, Ouais. qui déchirent tout, qui cassent tout et qui ont détruit toute technologie sur Terre. Ouais. Donc c'est un peu. Et en fait, l'histoire de la série se déroule 6 ou 7 mois après cette invasion et on suit des groupes de survivants. Alors sur le papier, comme ça, on se dit waouh, ça a l'air trop bien, une série avec une invasion extraterrestre, Oui, tout ça, machin. surtout que c'est Steven Spielberg. Surtout que voilà, c'est Steven Spielberg. Donc En même temps, c'est pas super original non plus. Hein. Ouais, mais pour les geeks, tu te dis ouais, enfin on va avoir des séries un peu sympas avec justement des extraterrestres qui t'envahissent, machin, tout ça. Tu vois, j'ai trouvé V assez décevant. Pas trop mal, mais assez décevant. Et je me suis dit, tiens, peut-être qu'avec ça, ça va être sympa, tout ça, machin. Et puis j'aime bien Noah Wyle, donc je me suis dit, ouais, bon, why not? Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de ce pilote? Parce que vous l'avez vu comme moi. Bah, moi, il y a deux choses qui m'inquiètent. D'abord, il y a deux séries Spielberg qui doivent arriver. C'est Falling Skies et c'est Terra Nova. Ouais. Falling Skies était censé être la bonne série de Spielberg. Ouais. Donc j'ai très peur pour Terra Nova. Parce que non, franchement, c'est pas possible quoi. T'as pas aimé? C'est un ratage total. Pour toi, c'est un ratage total, carrément. Pour moi, c'est un ratage total. Déjà, quand on a vu Noah Wyle pendant 11 ans avec une petite blouse de médecin, l'imaginer en résistant, survivant à une apocalypse alien, il c'est est un peu pour rien. compliqué. Et je trouve que pour le coup, je le trouve pas très crédible dedans. Mais il y est pour rien. Et c'est très bien visuellement, sauf que c'est pas ça qui va faire apporter un succès encore à Spielberg à la télévision, en tout cas avec une série sur le long cours. Et quand je pense que TNT a déjà renouvelé la série pour une saison 2 avant même le lancement, je suis très inquiet pour la suite parce que Bah là, ils doivent se mordre les doigts. Toi, qu'est-ce que t'as Écoute, pensé de ça? Même combat, moi j'ai pas du tout aimé ce pilote. C'est pas mon genre de prédilection, mais il y a pas mal de séries fantastiques qui sont bien. Et là, dès le départ, on s'ennuie et c'est quand même un peu dommage. On est envahi d'ailleurs. On a un extraterrestre derrière la caméra. Oh, qu'il est beau. C'est un peu dommage vraiment, c'est un peu du gâchis. C'est un pilote très très sombre. Franchement, on voit quasiment rien alors que on nous montre de suite une invasion extraterrestre. On voit pas vraiment les extraterrestres. Je vois pas trop l'intérêt. Ils ont pris le parti de commencer après que la Terre ait été détruite. Donc ça aurait pu être original. Ça aurait pu, voilà, c'est différent Elle a des pas autres été séries où, en détruite. général on attend l'arrivée des extraterrestres. Là ils étaient déjà là et on nous montre pas grand chose. On nous montre des explosions, on nous montre des gens qui courent et c'est à peu près tout pour l'instant. Moi, dans le genre apocalypse, alors même si c'est pas forcément des extraterrestres, mais dans le genre Survivor apocalyptique, moi je préférais deux séries. L'une américaine qui était Jérémia avec, je crois, l'un des héros de Beverly Hills, qui jouait Dylan, Luke je crois. Perry. Luke Perry, voilà. Ah, Luc Perry. Qui jouait donc Jérémia. Et puis surtout la série britannique Survivors, où je trouvais que le climat était beaucoup plus intriguant. Ah Même oui. si c'est pas d'extraterrestres, Ouais, oui, c'est- mais je trouvais que dans le genre climat apocalyptique, c'était beaucoup mieux. Ouais. Bah, moi, en fait, c'est vrai qu'on a l'impression quand même d'un énorme gâchis parce qu'il y a des gros moyens, on le voit bien au niveau des effets visuels. En même temps, comme tu dis, les extraterrestres, on les voit quasiment que la nuit. Et j'ai l'impression que c'est pour masquer un peu les défauts de ces bestioles. Ça fait un peu ça. Non mais c'est vrai. Peut-être. Bon après voilà la blague c'est qu'ils disent bah on sort que la nuit comme ça on se fait moins repérer machin et tout ça. Sauf que bah il y a quelques incohérences comme par exemple il y a des espèces de vaisseaux qui bombardent toutes les sources de chaleur pour anéantir les humains. Bah ils pourraient sortir le jour et faire la même chose quoi. Enfin, voilà. Non, puis ce serait quand même pas mal que Spielberg de temps en temps montre qu'il est capable pour la télévision de faire autre chose que des séries, soit avec des dinosaures, Ouais. soit avec des extraterrestres, parce que pour l'instant il ne fait que ça. À chaque fois qu'il propose quelque chose, il y avait eu sa mini-série qui était déjà sur les invasions extraterrestres, qui était magnifique. Enfin c'est bon quoi, on a fait le tour. Ouais. Et les dinosaures avec Terra Nova, enfin c'est... Bah, moi dans Falling Skies j'ai été déçu mais je trouve que tout n'est pas à jeter quand même. Il y a pas mal d'inspiration. Enfin, c'est un genre que moi j'aime bien, tout ce qui est post-apocalyptique. Tout ça. D'ailleurs j'étais fan de Jericho, cette série qui n'a pas marché du tout et qui était un peu molle et tout ça. Mais Un j'aimais- peu Ouais mais c'est carrément mais je trouvais justement que l'aspect, il y avait quand même un aspect psychologique oppressant qui était complètement différent là d'une menace extraterrestre qui vient et qui te tue avec des armes et machin et tout. Là c'était plus comment dire.
c'était plus suggéré et c'est ça que j'aimais bien. Là en fait c'est presque trop bourrin et militaire finalement. Et il y a toujours cette opposition civile, militaire, machin. Enfin, le truc c'est que c'est dans du vu et Jericho, du revu en fait. Dans Jericho, les personnages tu les connaissais et tu pouvais t'attacher à eux. Plus près. Tu pouvais t'attacher à eux, donc alors que là dans Falling Skies, déjà les personnages sont pas présentés. Je trouve que la façon dont ils ont présenté les personnages, qui est censée être très originale et surtout toute pourrie. C'est des dessins d'enfants. Ouais, vous verrez, hein, dès que tu démarres, c'est ça en fait. Et donc du coup, on s'attache absolument pas aux personnages et à la limite, on s'en fiche s'ils prennent un tir extraterrestre dessus, vu qu'on les connaît pas. Voilà, vous pouvez à tous part crever, Noah Wyle qui est le héros, donc lui, on sait que pour l'instant, il va durer, mais pour le reste. Ouais, en fait, c'est quand même super cliché. Mais en même temps, j'ai envie d'aimer la série parce qu'une série d'invasion sur les extraterrestres, en ce moment, il y en a à part V, il n'y a pas grand chose quoi. Donc bon, après ça, ils pompent vachement de trucs sur Walking Dead. Enfin, il y a même des fois des plans, ça fait vraiment penser à ça quoi. Oui. Sauf qu'il n'y a pas de zombies. Ouais, en moins bien, franchement moins bien. Déjà que la série Walking Dead, j'ai moyennement aimé, mais voilà. Bon, enfin, on recommande ou on recommande pas? Ah non, de se faire un avis quand même. Faut se faire un avis, ça passe sur Orange. Ça passe sur Orange. Mais les audiences sont pas très bonnes, elles ont commencé à baisser d'une semaine à l'autre. Et c'est un peu embêtant quand on sait qu'ils ont commencé à commander une seconde saison. En tout cas, on peut quand même saluer le fait qu'il n'y ait que 10 jours d'écart entre l'arrivée de la série aux États-Unis et l'arrivée en France. Ah ouais, ça c'est quand même. Ça arrive c'est arrivé le 19 juin aux États-Unis, c'est le 5 juillet en France. Donc ça, chapeau à Orange qui a encore fait un beau coup. Pour les fans de comics, il y a eu un webcomics aussi qui a été publié juste avant la série, qui explique en gros les événements, mais alors c'est quoi? C'est quelques jours, quelques mois, quelques semaines avant, où on découvre un petit peu les personnages à travers la bande dessinée. Elle est pas trop mal faite, mais ça apporte pas grand chose à l'histoire quoi. C'est vraiment dommage. Et à la limite presque ça fait genre, on n'a pas vraiment fait d'intro, alors peut-être qu'on va faire un webcomics, histoire d'expliquer vite fait. Enfin, voilà, ça évitera de faire un préquel dans 10 ans. Ouais voilà, c'est ça. Enfin bref, merci Alex c'était un plaisir d'être resté avec nous pour présenter cette série. Non, c'est très bien, c'est bien geek, ça va. Et maintenant on va appeler en fait quelqu'un d'autre. On va appeler Christophe de Gaijin TV, puisqu'en fait on va parler de Akira. Ouais, Akira vous connaissez peut-être, mais il y a eu en fait une édition Blu-ray il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc en fait on voulait revenir sur ça et faire découvrir à ceux qui ne connaissent pas, les plus jeunes en particulier, cet animé en fait sorti dans les années 80. Merci Alex. Et hop, Alex s'est transformé en Christophe. Coucou. Donc Christophe, on va parler un petit peu de Akira. Oui. Tu en as parlé il n'y a pas très longtemps, je crois. Dans un épisode de Gaijin, il n'y a pas très longtemps. Podcast Gaijin TV. Donc là, on a la chance d'avoir une édition Blu-ray. Oui. Je la jette. Fais gaffe parce qu'ils me l'ont que prêté. Ah bon, ok. Donc chez D-Bex, ils sont sympas, mais pas trop. Mais pas trop. Donc là, c'est la version Blu-ray qui est sortie le 8 juin. On va regarder donc. Tu es en japonais. Attention, en japonais. Et en français. En français. Magic. Yeah. Bon. De quoi ça parle Akira? Parce qu'il y en a qui ne connaissent pas. Toi, tu l'as vu ou pas? Non, je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que c'est? Tu ne l'as pas vu? Mais c'est pas une série américaine, c'est quoi? Alors c'est pas une série américaine, bien qu'ils envisagent très sérieusement de faire un film. Un film. Ah bon? D'ailleurs, il y a les noms les plus fous qui circulent. Enfin bon. Ouais. Donc oui, Akira, c'est une histoire en fait qui se passe dans le futur de Tokyo, dans un néo-Tokyo qui aurait été détruit après la 3e guerre mondiale. Et en fait, dans cette ville en reconstruction, il y a tout un tas une population qui se croise très éclectique. Et les héros, en fait, c'est une bande de loupards qui circulent en moto. Des motos de ouf. Avec des motos de dingue, effectivement. Et en particulier la moto de Kaneda, qui est véritablement la moto culte que tout le monde rêve d'avoir. Elle a même pas vieilli. Non. Pourtant, l'animé, il faut savoir qu'il date de 88 au Japon. 88, et il faisait des motos de ouf, quoi. Donc l'histoire, ça se passe, c'est cette bande de loupards qui finalement va se retrouver embringuée dans un truc qui les dépasse complètement. L'un d'eux, Tetsuo, va avoir un accident suite à un règlement de compte entre loupards. Il va avoir un accident et être embarqué en fait par l'armée. Ouais. Et il va se révéler avoir des pouvoirs télékinésiques énormes, véritablement énormes. En fait, il y a une espèce d'expérience sur lui. Et on découvre d'ailleurs qu'il y a des gamins aussi. Il y a plein de choses. On découvre effectivement qu'il y a des gamins et que derrière tout ça se cache le fameux projet Akira, qui serait en fait un gamin sur qui on aurait fait des expériences et qui aurait des pouvoirs
gigantesque qui pourrait quasiment faire sauter la planète, quoi. Voilà, c'est ça en fait. Et donc Tetsuo va avoir ces pouvoirs-là. Et un petit peu comme c'était un enfant abandonné, qu'il était orphelin, qu'il avait du mal à s'imposer dans sa bande, d'un seul coup il se retrouve avec des pouvoirs qui le dépassent complètement et il va vouloir essayer de prendre un peu le pas. Il va jouer des coudes. Il va jouer des coudes pour prendre sur son chef de bande, le héros Kaneda. Et finalement un peu comme Patrick Béja dans le podcast, Oui, tu vois, il essaie de jouer des coudes un peu pour Ouais, mais il essayer arrive pas. d'exister et tout ça, mais ouais, je crois que bon voilà, c'est ça en fait. Il a été Excuse-moi, primé non, dans je voulais son enfance. juste dire un truc, je suis désolé de vous interrompre. Simplement que Akira, en fait, c'est un truc qui. Non, j'arrive pas à trouver. Tu vois, j'essaye de désolé. jouer des Non, mais coudes, il essaye, Désolé, mais voilà. laissez-le. Désolé. Voilà. Arrête de Il essaie de t'imposer. jouer des comme coudes, c'est ce que tu disais. ça. Ouais, voilà, c'est ça. Il Non, essaie de mais- s'imposer dans tous les podcasts. Oui, oui. Bah, en fait, il veut qu'on voit son visage. C'est ça. D'accord. Il fait que de l'audio, donc. C'est ça, c'est pas où est Charlie, Voilà, c'est il où va est rester- Patrick. voilà, où est Patrick Donc Akira, attention moi à je l'ai moi. vu quand j'étais petit. Ouais. Alors que c'est quand même interdit au moins de 16. Enfin, il faut T'as le pas honte préciser. Bah ouais. bah, Alors moi je l'ai vu, j'avais un peu plus quand même. J'avais mais- 15. mais t'es vachement plus vieux aussi. Ouais, on a quelques années de différence, ouais. Bon, il faut savoir que ça a été complètement remasterisé Voilà. en version HD. Ils ont fait un super travail sur la copie. Mhm. Moi, je suis bluffé de voir comme ça a finalement peu vieilli. Ouais. Ne serait-ce que l'histoire, le trait du dessin et tout ça. L'histoire, ouais, ça a pas vieilli. Ouais. Parce que souvent dans les années 80 quand même, quand on imaginait le futur, en 2000, on volait avec des voitures et tout ça, machin. Et là, finalement, ils ont fait quelque chose d'assez moderne sans trop en rajouter. Et Oui, il a pas mis, par exemple, il s'est pas amusé à mettre des voitures volantes partout. Il a fait un Non. Tokyo futuriste qui serait relativement crédible. crédible. C'est Avec ça le mot. des voitures un petit peu différentes, des motos différentes, mais tout à fait crédible, quoi. Ouais. Toi, quand tu l'as vu la première fois, t'as ressenti quoi? Alors ouais, moi quand je l'ai vu, alors en fait j'avais découvert le manga avant, j'avais découvert sous forme de fascicule, je me rappelle, ça sortait tu sais dans les public, kiosques, oui. et moi je lisais, ça sortait par épisode de 30 pages, C'est et ça. tous les mois j'attendais l'épisode, et en fait je découvrais ça, je m'asseyais, je me rappelle dans le kiosque de presse, et bien évidemment je lisais, toi j'achetais pas. Ce n'est pas une bibliothèque. Je me suis fait engueuler plus d'une fois. Et en fait, après, quand j'ai appris que l'animé arrivait enfin, alors je me suis rué, j'étais à l'avant-première. Et je me rappelle, je te l'avais raconté d'ailleurs, qu'en fait, à l'avant-première, on était tous. Ils avaient vendu des places, mais ces couillons, ils avaient vendu plus de places qu'il y avait de sièges assis. Résultat, il y avait au moins une vingtaine de personnes qui étaient au fond. Mais c'était une petite salle aussi. Et c'était une toute petite salle. Alors, ils s'attendaient pas en fait au succès d'Akira. Et ouais, les mecs au fond, comme ça, qui ont fait 2 heures de film debout, les pauvres. Moi, j'ai eu de la chance, je me suis retrouvé dans les premiers rangs, mais c'était limite. Mais alors, ce que j'ai pensé, j'ai été complètement bluffé, parce que pour moi, à l'époque, les animés, c'était Disney. J'avais beaucoup de références autour de Disney, et bon, je connaissais un peu, bien évidemment, les séries japonaises. Mais On est un peu loin de Disney là. mais alors là, c'est bon, je suis avec un scénario SF magnifique, voilà, donc je me suis retrouvé avec quelque chose qui m'a complètement bluffé au niveau visuel. Rien que les 3 premières scènes, enfin les 3 premières minutes, j'en prenais plein la gueule. Ouais. Je me suis vraiment régalé, quoi. Même la musique est hyper particulière. La musique, elle est géniale, ouais, on en a pas parlé. L'ambiance sonore est hallucinante. Exactement, en plus, tu as une musique, si tu veux, qui est sans. Qui n'a aucune référence. Tu as un mélange de chœur, tu as un mélange de tambour japonais, tu as un mélange d'électro. Du coup, tu sais jamais, et même c'est génial au niveau même de l'émotion que toi tu ressens, tu sais jamais vraiment de quel côté tu es. Enfin, c'est super bizarre. Moi, la première fois que je l'ai vu, pardon, j'ai apprécié moyennement. En fait, j'ai pas tout compris parce que j'étais jeune et con. Et en fait, j'avais pas tout compris à l'histoire parce que c'est quand même super alambiqué. C'est très compliqué. Par moment, t'as du mal à suivre qui fait quoi, pourquoi, et voilà. Surtout que j'avais vu une version moi qui était une version raccourcie. Ouais, alors ils ont sorti la version longue depuis, c'est vrai. Voilà, et ce qui est vachement plus intéressante. Ouais, mais même la version longue a le défaut que de l'animé quand même, il faut résumer en 2 heures une histoire qui fait quand même, je sais pas, 2000 pages à peu près. Ouais. C'est une sortie qui est sortie, c'est une œuvre qui a mis 10 ans. Hein. Otomo, il a mis 10 ans à peu près à sortir tous les tomes d'Akira. Donc résumer en fait en très peu de temps l'intensité du manga était très très difficile. Je trouve qu'au niveau visuel, c'est une œuvre qu'il faut absolument pas louper. Ouais. C'est l'œuvre aussi qui a lancé véritablement la déferlante manga anime en France. Ouais. C'est vraiment parti de là. Et Otomo, c'est une référence, on va dire, pour tous les mangaka. Aujourd'hui, c'est le second dieu du manga, hein, on le dit, on l'appelle comme ça, parce que le premier c'était Tezuka après la guerre, et ensuite on a eu donc Otomo qui a influencé beaucoup. Et tu sais qu'il est influencé par Star Wars lui-même. Ouais. Il a vu Star Wars, c'était un grand fan. Et on retrouve du coup quelques petites références bien cachées, mais quelques petites références. Ouais. Donc
Tu recommandes évidemment chaudement, t'es ultra fan d'Akira. Ceux qui le connaissent pas, qui l'a vu là pour les filles? Tout le monde a vu Akira là forcément. Ouais, mais il n'y a que des garçons. Il y a que des garçons. Il y a que des garçons, est-ce qu'il y a des filles qui aiment ça? Non mais Akira ça reste quand même pour ça moi reste quand même super masculin. Ouais, bah, mais voilà. Si on n'aime pas les motos. Et là maintenant on a droit donc à Puka. Voilà. Moi j'ai une petite question pour Moi j'ai une petite question pour Chris. Oui. Est-ce que tu as vu des images déjà de l'édition Blu-ray et est-ce que ça gagne vraiment en qualité à être racheté en Blu-ray si ça n'existait pas en DVD? Ouais, la version remasterisée vaut vraiment le coup. La copie a été retravaillée, c'est juste hallucinant. Ouais, et tu t'aperçois que ça n'a pas vieilli le trait en plus. Est-ce qu'ils ont vraiment gardé l'original qu'ils ont remasterisé ou est-ce qu'ils ont refait certaines scènes en CG par exemple? Non, c'est l'original qui a été remasterisé et là où c'est impressionnant c'est au niveau justement du son puisqu'en fait c'est du DTS 5.1 HD, c'est magique. Ça sur un home cinéma, c'est magique. Donc évidemment on recommande chaudement. Ouais, chaudement. Merci Christophe. Merci et à plus. On va enchaîner avec Will de Will & Co, qui va venir nous parler de jeux vidéo et en particulier d'un hérisson bleu strasbourgeois. Ouais. Je crois savoir le jeu. Ouais, bon allez, je vous laisse. Mais je suis un peu le Arturo Brachetti de No Watch en fait. C'est ça. C'est-à-dire je me déguise, soit en nana, soit en Sonic. En fille, ouais c'est vrai. Ouais, en fille, ça m'arrive. Donc voilà. Donc Will de Will & Co. Enfin, oui. Bah oui. Oui, c'est ça. Monsieur Co. Monsieur Co. Monsieur Co. Monsieur Co. Monsieur Cédric. Vous allez nous parler donc de Sonic, ce hérisson. Ouais. Et pourquoi on va parler de Sonic? Bah en fait, c'est vrai qu'on en a pas parlé dans le Geeking 100 d'ailleurs. On l'a oublié, on a parlé. Non mais parce qu'en fait c'est plus années 90 aussi. C'était fin 89, début 90, donc forcément c'était normal qu'on n'en parle pas. Et pourtant moi ça a été on va dire un personnage même plus important que Mario pour moi. Ouais, j'ai pas honte de le dire. Je sais, on a des discussions. On a des discussions avec Cédric et régulièrement il me dit que quand même Mario c'est surfait quoi. Que Mario c'est de la merde, mais que Sonic c'est génial. Ouais. On est d'accord. Bon alors, pourquoi est-ce qu'on parle de Sonic? Parce que c'est les 25 ans de Sonic cette année. 25 ou 20? 20 ans. 20 non, les 20 ans de Sonic. Oui. Et les 20 parce que c'est les 25 ans de Zelda. Ah, c'est Zelda. Ouais, voilà. Tu vois, elle est majeure la cochonne. Même en déguisant Sonic, mais non, oui, donc c'est les 20 ans de Sonic et il y a Comic Con notamment un méga stand. En fait, Sega est venu à Comic Con avec uniquement un stand dédié à Sonic. Une rétrospective aux 20 ans, ouais. Un stand sympa en plus. Et un truc, si vous êtes un peu sportif, comme vous êtes des geeks, vous êtes tous sportifs, comme moi. Il y a un concours pour essayer de courir le plus vite possible et il y a un radar qui vous flash et qui indique votre vitesse. Ouais. Voilà, et je crois qu'il y a des trucs à gagner, je crois. Enfin voilà. Ah, c'est très drôle. Bon, c'est un petit parcours, mais faut y aller. Faut y aller, ouais. Faut y aller. Bon, alors, Sonic. Alors moi, je vais vous parler un petit peu une petite rétrospective de Sonic. Bah voilà. Parce que pour moi, Sonic. Quand est-ce qu'il est né? Alors Sonic, il est né en 91. Sonic. Et pourquoi on va déjà pourquoi on va en parler? Parce que moi je trouve que c'est un peu le héros maltraité du jeu vidéo. Ça fait partie de ces héros qui ont été un peu maltraités. Ah bah il a fini sur Nintendo, hein, donc. Et c'est un peu le problème. Mais pas que. On va en parler. Donc tu le ressens vachement. C'est vrai? Ouais, regardez. Un petit peu comme ça. Il y a un air de Sonic quand même. Je suis très rapide. Je sais, ça va bien. Je crève de chaud dedans. Mais tu peux même pas t'imaginer. Mais tu le gardes. Oui. D'accord alors. Bon, donc Sonic c'est né en 1991. Alors à l'époque, il faut remettre dans le contexte. On était avec la fameuse guéguerre des deux constructeurs, des plus gros constructeurs du début des années 90, qui étaient Nintendo et Sega. Nintendo avait sa Super NES à l'époque, super console de Super NES, et Sega il dégaine la Mega Drive, Genesis aux États-Unis. Ouais. C'était plus classe Genesis, je trouve. Ouais. Et je sais pas pourquoi ils l'ont appelé, je sais plus pourquoi ils ont changé de nom entre l'Europe et les États-Unis. Enfin bon. C'est un autre sujet. C'est un autre sujet. Mais donc Sonic débarque donc sur Mega Drive. L'idée c'était de faire un héros forcément qui concurrencerait Mario. Parce que Mario c'était un peu la superstar de l'époque et ils se sont dit voilà, il nous faut aussi une mascotte chez Sega. Alors ils ont réfléchi au début, Sonic c'était censé être n'était pas censé déjà s'appeler Sonic, c'est censé être un lapin
qui devait attraper avec ses oreilles des objets et les jeter. Ouais, alors. Voilà. Ne me demande pas comment ils ont pensé. Comment on est passé du lapin avec un lapin qui jette des trucs à... Alors, cela dit, pourquoi un hérisson bleu? Bleu parce que c'est la couleur du logo de Sega. Il faut pas chercher plus loin. C'est Yuji Naka qui est à l'origine de Sonic. Et donc ils ont créé ce personnage. Sinon ça aurait été un lapin bleu. Oui, ça aurait été un peu ridicule. Oui. Moi tu me diras un hérisson bleu. Mais il a la classe, Sonic. C'était le but. L'idée justement c'était de faire un personnage qui ait la classe. Parce que Mario, il est bien gentil mais ça reste un petit gros moustachu qui débouche des tubes. Voilà, c'est pas terrible. Alors que là c'était un personnage qui était vraiment dans son époque et qui avait vraiment, qui avait la classe, qui avait du style, qui avait de la tchatch. On se rappelle tous à la fin, il faisait toujours des moves quand tu termines un niveau, il faisait les 2 doigts, c'était classe, toutes ces tendances. Donc voilà, donc ils ont créé ce personnage là et ils se sont dit, quitte à montrer les capacités de la console de la Mega Drive, qui était une console 16 bits si je ne me trompe pas. Ils se sont dit, on va faire un personnage qui speed, comme ça on va montrer qu'on peut faire. Que ça va super vite. Que ça va super vite, qu'on a des super sprites. Et qu'on peut devenir épileptique en jouant aux jeux vidéo. Qu'on a des super couleurs partout, des milliers de couleurs, enfin c'est formidable. Et donc Sonic arrive en 91 avec un jeu, je pense qu'il a marqué quand même le début des années 90. Et, qui a joué à Sonic? Qui a joué à Sonic? Sonic 1 sur Mega Drive. C'est juste un peu classique quoi. Tout le monde. Et tout le monde connaît Green Hill Zone, le premier niveau. Tout le monde connaît Marble Zone où en général c'était là où on arrêtait parce qu'on n'arrivait plus à aller plus loin parce que c'était trop dur, parce qu'il y avait de la lave partout. Donc c'était des bons souvenirs et moi c'est des souvenirs d'enfance en tout cas parce que j'avais l'âge, contrairement à toi je suis un peu plus jeune. Donc j'étais en plein dedans dans l'âge pour y jouer. Et donc voilà, donc ça c'est Sonic 1, ça a cartonné. Sonic a rencontré un succès vraiment phénoménal, ça a propulsé aussi la Mega Drive, ça a aidé au succès en tout cas de la Mega Drive. Et donc mais vas-y. Non mais moi je me suis toujours posé la question de pourquoi le hérisson quoi. Ça on sait pas. Surtout qu'un hérisson qui va vite, c'est pas très logique. Voilà, parce que moi j'en vois beaucoup des hérissons, mais ils sont sur le bord de la route et souvent ils sont plats comme mon iPad, tu vois. En même temps un plombier moustachu qui saute sur des tapis volants dans Mario 64. Non mais c'est vrai, faut pas chercher. Et qui saute sur des champignons, c'est pas mieux. Donc Sonic 1, ensuite rapidement, alors j'ai une petite liste. Ça fait un historique. Un petit historique, alors on va passer très rapidement, mais on a Sonic 2. Moi, Sonic 2 ça a été, je pense. Alors toi c'est ton préféré. C'est mon préféré. Voilà, alors avec Tails. Sonic 2 a introduit Tails, donc le renard à 2 queues. Le renard à 2 queues. Et celui-là il était orange. Je pense c'est peut-être c'est juste le renard orange, ça peut. Roux. Allez. Ça aussi c'est les 2 queues surtout qui sont pas normales. Et ça lui permet de faire une hélice pour voler. C'est ça qui était sympa. Dans Sonic 2 ils ont introduit le spin dash, donc qui était la boule, il se met en boule et ça permet d'aller beaucoup plus vite. Il y avait aussi, c'était en Suicide. Et il y avait aussi le coop. Pas le coop, le versus. Qui était la première fois qu'on verrait ça dans Sonic. Alors c'était un peu pourri. Il y avait quelques niveaux qui étaient sélectionnés. C'était lent. C'était lent. Il y avait le framerate était inconsistant. C'était séparé en deux écrans et c'était écrasé. Enfin c'était vraiment pas top. Mais bon c'était les débuts. C'est je crois une des seules fois qu'ils l'ont fait d'ailleurs. Après ça a disparu ce mode-là en versus. Dans Sonic 3 il n'y avait plus et dans les autres Sonic il n'y avait plus de versus. Non. Donc Sonic 2 il a aussi beaucoup plu. Toi tu l'as apprécié. Mais moi par exemple j'ai préféré Sonic 3 qui est sorti qu'en 94. Alors ils ont pris un peu de temps pour développer celui-là. Mais alors là c'était intéressant parce qu'ils ont sorti d'abord donc Sonic 3. En fait ils voulaient faire un très gros jeu. Ils ont sorti d'abord Sonic 3 qui était donc une histoire. Alors il y avait déjà un peu plus de scénario, les niveaux étaient un peu plus liés, c'était bon. Il y avait une histoire avec les Chaos Emeralds, des fameux Chaos, les émeraudes pardon, qui lui permet de se transformer en Super Sonic. Oui, il avait la classe aussi quand même. Mais là, pour le coup, c'était super inspiré par. C'est Super Saiyan Sonic quoi. Totalement. Ouais, mais c'était aussi dans l'époque. Enfin, c'est-à-dire, l'époque Dragon Ball Z. Ça inspirait à fond, donc et ça marchait bien. C'était une bonne idée. Donc il y a Sonic 3 qui est sorti. Et en fait, peu après, ils ont sorti toujours en 94 Sonic and Knuckles. Et Sonic and Knuckles, ça, l'idée, c'était en fait, c'était un jeu où on pouvait jouer en stand-alone, enfin, cartouche uniquement Sonic and Knuckles. Et ce qu'il y avait de particulier, c'est qu'on pouvait prendre la cartouche de Sonic and Knuckles et plugger la cartouche de Sonic 3 dessus. Ça nous faisait Sonic 3 and Knuckles. C'était un add-on de l'époque. Et ça permettait de jouer donc à tous les niveaux du Sonic 3 avec Knuckles. Et ça débloquait des passages différents et ça allongeait l'histoire complètement. Donc c'était un super jeu aussi. Enfin moi personnellement c'est mon préféré justement. Quand est-ce que tu as commencé à lâcher toi? J'ai commencé à lâcher à partir de après les Sonic Adventure, après Sonic Adventure 1, mais là on arrive déjà à une autre époque justement, à la Dreamcast. C'est là que voilà. Dreamcast 98. Alors je sais pas qu'il y avait une Dreamcast ici de Sega. Il y en a peu, mais il y en a quand même
Shenmue qui l'ont acheté. Shenmue, tout ça. Hein. Voilà. Donc la Dreamcast console, c'était là la grande ère des consoles 128 bits. Alors à l'époque, on parlait pas des autres détails, on restait sur les bits. Et là, c'était 128. Et c'était une des premières consoles. D'ailleurs, je crois que c'était la première 128 bits qui était sortie. Ça en faisait un paquet, ouais. Voilà. Et le jeu pour lancer la console, c'était Sonic Adventure. Alors ceux qui ont eu une Dreamcast, ils s'en souviennent de Sonic Adventure parce que c'était, il y avait une intro de psychopathe. C'était alors bon, maintenant ça a pris un méchant coup de vieux. Oui. Mais à l'époque c'était super classe, c'était en 3D, il y avait du rock, c'était, c'est toujours classe. Ils ont joué le grand spectacle pour le lancement d'une nouvelle console plus leur mascotte quoi finalement. Voilà, c'est ça. Et c'était le premier Sonic en full 3D. Et là, c'est le drame. Ah non, non, c'est pas le drame. Alors il y a beaucoup qui ont critiqué. Bah non. Moi j'ai pas aimé. Ah bah toi t'as pas aimé, mais moi il y a beaucoup qui ont critiqué les caméras notamment, qui trouvaient que ça marchait pas bien. Mais moi j'ai trouvé l'univers vraiment sympa. Mais l'univers, la réalisation c'était époustouflant. Dr Robotnik. Ultra vide, ultra rapide. Ouais, Dr Robotnik était génial. Non, le scénario était sympa, ça se jouait bien. C'était un bon jeu de Dreamcast quand même. Bon, qu'est-ce que t'as pas aimé toi dans le passage à la 3D en fait. À l'époque je faisais partie des ayatollahs de la 2D pour les jeux de plateforme et donc voilà. Ah bon. Mais non mais moi j'ai trouvé ça, il y avait des chouettes niveaux, ils avaient repris des musiques pareil, ils avaient fait un peu fanservice, on retrouvait tous les persos de l'époque, il y a des nouveaux personnages, ils avaient même pris les persos notamment Amy qui était de Sonic CD, on en a pas parlé mais voilà, Sonic CD qui était aussi un add-on de la Mega Drive, le Mega CD. Alors ça n'a pas marché du tout mais c'était aussi un jeu intéressant. Bon. Donc voilà, c'était pas le meilleur de Sonic. Ensuite, Dreamcast, on a eu Sonic Adventure 2, là en fait, on est passé, c'est une période assez charnière, notamment dans la Sonic Team en fait, qui est donc la Sonic Team qui faisait les Sonic. Il y a Yuji Naka qui pas loin de cette période-là s'est barré de la Sonic Team. Et Sonic Adventure 2 a pas été développé par des Japonais, mais a été développé par les Américains, par un studio américain. Ouais. Et on sent un petit peu quand même la patte américaine, puisque le premier niveau de Sonic Adventure 2, ça se passe un peu au coup à San Francisco. Voilà. Et là ça a commencé à partir en cacahuète. Non, c'est un peu le cas. Donc Sonic 2, c'est déjà voilà. Là tu me demandais quand est-ce que j'ai décroché un petit peu. Ça c'est Adventure 2 qui t'a fait la. Ça a commencé Sonic Adventure 2, c'était le début de la fin pour moi. D'accord. Je pense qu'ils sont partis un petit peu sur des délires. Ils commençaient à faire du grind avec ses chaussures. Enfin ils faisaient des trucs un peu spéciaux. Après il y a tous les dérivés de Sonic, tous en fait les Mario Kart like. Alors ouais, on a eu les Mario Kart Light, on a eu Spinball aussi à l'époque. On a eu plein de dérivés. Sonic Air qui avait la particularité, qui était un jeu de course, qui avait la particularité de sortir sur PC, notamment, ce qui était assez étonnant pour l'époque. Mais qui marchait pas très bien. Non, qui était aussi pourri. Enfin, c'était vraiment pas un très bon jeu. Et donc après, on arrive à la période. Alors là, c'est la période de vache maigre de la Sonic Team et de Sega et de Sonic. Et là, ça devient la catastrophe. Après, la Dreamcast donc ne marche pas. On arrive à la GameCube qui voit apparaître Sonic Adventure DX. Donc c'est-à-dire Sonic n'est plus uniquement sur les consoles de Sega. Sonic apparaît sur les consoles de Nintendo. Et là c'est la trahison, c'est la fin. C'est le début de la fin, c'est fini. C'est le début de la fin. Sonic Adventure DX qui est un remix de Sonic Adventure qui est pas terrible parce qu'il y a des problèmes techniques. On a Sonic Advance sur Game Boy Advance qui arrive. Pareil, Hérésie, diront certains. Parce que c'était le premier d'ailleurs, c'était je pense le premier Sonic en fait en 2D. C'était en mode j'appuie sur la croix vers la droite. C'est ça. Et ça se fait tout seul. Et ça c'est tout seul. Je crois que c'est le premier Sonic. Ouais, c'était ça. C'était une vraie arnaque. Et c'est là où ça a commencé à être un peu problématique. Parce que Sonic c'est quand même beaucoup de vitesse, mais c'est aussi beaucoup de plateformes et de technique, fallait être super précis. Voilà, fallait être super précis. À peu de choses. Voilà, c'était vraiment sympa. Et là on commence à partir sur le concept de la vitesse pour la vitesse. Et donc on a Sonic Advance, on a eu Sonic Heroes qui était vraiment pas terrible, qui est sorti en 2004. On a eu après d'autres spin-offs, genre Sonic qui fait du skateboard qui vole, à la Retour vers le futur, enfin du overboard. Voilà, c'est pas pourquoi Sonic au ski, Sonic à la plage. C'est ça, Sonic au sport, Sonic qui fait de la voiture, Sonic... alors que Sonic qui court. Il n'a pas besoin de faire tout ça. Et du coup il a pris du bide. Voilà, du coup il devient un peu grand. Maintenant il s'est allongé en plus. Ah oui. Et il a changé de design au fur et à mesure. Il est devenu plus grand, il est devenu plus fin. Il court moins vite. Ça part, enfin là ça a commencé à déconner. Alors là où c'est la cata, là on a touché le fond, c'est 2006, Sonic the Hedgehog sur Xbox 360 et PlayStation 3. C'était censé être le jeu, le renouveau de Sonic. Voilà. Sonic revient comme sur Sonic Adventure, mais sur console next gen, donc avec des graphismes de ouf.
sauf que ça n'a pas été le cas. Voilà. C'était, je pense, le jeu le plus pourri qui existait sur console next-gen. Bon, mais on n'est pas loin, je pense, quand même. On n'est pas loin. Du jeu le plus pourri, des textures, mais des textures à chier, une maniabilité, mais une catastrophe, un scénario où il est amoureux d'une princesse humaine, enfin un truc. Ils ont craqué leur slip. Ils ont craqué leur slip, là c'est clair, complètement. Donc ça c'était vraiment le pire. Ça fait un flop mais monumental. Mais tu l'aimes toujours Sonic alors? Mais moi maintenant je l'aime. Maintenant je l'aime parce que Sonic revient comme à l'époque. Mais c'est vrai. Oui, c'est vrai en plus. Plus ou moins. Ils ont ressorti justement après Sonic 4. Sonic 4. Qui est la suite de Sonic 3. Oui. En fait, là, ils ont éliminé tout ce qu'ils avaient fait à côté. Voilà. Ils ont reparti de zéro, ils ont fait un truc qui est sympa. Franchement, ça se joue. Oui, c'est bien. C'est old school, c'est pas mal. C'est comme New Super Mario Bros, c'est dans la même veine. On a plaisir à rejouer avec le Sonic de l'époque. On a les autres qui sont sortis, Sonic and the Secret Rings, qui était le premier en fait. C'était sur Wii. Ah oui. Sonic and the Secret Rings. Et c'est le premier en fait qui a donné un peu le nouveau style de Sonic actuellement, c'est-à-dire un peu sur des rails. On trace aussi très vite sur des rails. On peut pas énormément manier le personnage. Et ça a donné ça, Sonic and the Secret Rings, ça a donné Sonic Unleashed, plus ou moins, en 2008. Où ils sont basés sur le même concept, sauf que là, ils ont inventé le Hedgehog Engine, qui était un moteur 3D, qui est franchement très correct. Oui. C'est joli. T'as vraiment une sensation de vitesse qui est sympa. Par contre, on est pareil sur sur un rail. Sur un ça rail. Va tout droit, Sur un rail, ça va tout droit. Ça dit, ils ont remis des phases un peu 2D. Tu sais, où t'as la caméra qui tourne, t'es un peu en 2D. Bon, il a bien marché. Le problème, c'est que t'avais la moitié du jeu, enfin les 3 quarts du jeu où t'étais en loup-garou, qui est lent, qui sert à rien. Enfin, Sonic, c'est un hérisson-garou. Et Sonic Hérisson-garou, voilà. Je sais plus comment il l'appelait en anglais, mais Sonic le Hérisson-garou, bon. C'est le seul point noir, parce que s'ils avaient fait un jeu... Ah, merci public. Merci à tous, on vous aime aussi. Non, et je suis en train de crever sous... Je suis en train de crever sous mon truc, mais c'est pas grave, je vais terminer vite. Donc Sonic Unleashed, Sonic and the Black Knight, qui était Sonic à l'époque médiévale. Alors là, n'importe quoi aussi. Je sais pas ce qu'il leur a pris. Et on arrive maintenant justement à ce qui est en démonstration sur le stand Comic-Con. Le prochain Sonic qui sort en 2011, Sonic Génération. Alors là, c'est Sonic fan service. Avec une canne. L'idée, ils se sont dit, les phases de 3D de Sonic Unleashed ont beaucoup plu dans l'ensemble. Ils se sont dit, et les phases en loup-garou, c'était pas possible. Donc ils se sont dit, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre les phases speed de Sonic et on va rajouter après la moitié, ce sera Sonic comme à l'époque. Donc c'est avec le même moteur 3D mais en vue de 2D. J'ai pu l'essayer. Sur le stand ici. Sur le stand, on peut l'essayer d'ailleurs sur le stand. Il y a aussi une démo qui est téléchargeable sur la PS3. Je sais pas sur Xbox, c'est possible aussi. Je sais pas, oui je crois qu'elle y est. Mais je sais pas si le jour où ce podcast sera diffusé, je pense pas qu'elle sera encore disponible parce que c'est pendant 2 semaines uniquement qu'on peut y jouer. C'est bien ou pas? C'est pas au point. D'accord. En 2D, c'est décevant alors, tout ça pour ça quoi. Mais non, c'est-à-dire les phases de 3D rapides, c'est sympa. En vrai 3D, ça reste vraiment, c'est vraiment fun. Parce que t'as l'impression de voir Sonic comme on se l'imaginait à l'époque dans le dessin animé notamment. C'est Sonic vraiment, tu vas à fond, t'as quand même 2-3 passages un peu délicats, mais c'est rigolo. Le Sonic en passage en 2D, c'est le même moteur. Et en fait, si tu joues à Sonic 4 juste avant, tu te rends compte que Sonic 4 est vachement mieux fichu pour de la 2D que Sonic 3D avec une vue de profil quoi. Tu vois ce que je veux dire? C'est donc bon. Du coup c'est déceptif, mais uniquement pour le côté graphique ou gameplay Gameplay aussi un petit peu. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que depuis les Sonic Mega Drive, ils ont pas réussi à retrouver à faire un truc simple. À faire un truc simple et à retrouver le même gameplay, c'est-à-dire quand on regarde Mario notamment, quand tu regardes les anciens Mario et New Super Mario Bros, le gameplay a évolué, mais tu retrouves, tu prends le pad, tu retrouves ton Mario comme à l'époque. Et pourtant ils ont rajouté vachement de trucs, il peut faire les rebonds sur les murs, plein de choses. Alors que là avec Sonic ils essaient de rajouter plein de trucs, le spin dash, le machin, où tu peux loquer tes ennemis, tu fais plein de trucs. Et ils n'arrivent pas à retrouver la sensation rien que du saut de Sonic de l'époque. Sonic flotte un peu bizarrement, je sais pas pourquoi. Non, c'est pas très maniable. Cela dit, je pense qu'ils sont sur la bonne voie. Ok. Pour conclure, je pense que je pense que voilà, il s'améliore quand même. On peut pas tomber plus bas de façon que Sonic. Non, moi je l'ai trouvé assez joli. Mais après effectivement j'ai pas pu jouer avec, donc je peux pas me faire d'avis dessus, mais je l'ai trouvé quand même plutôt joli quoi.
C'est joli, non, Graphiquement, c'est sympa. Ils ont repris en plus, alors ça j'ai pas dit, mais dans Sonic Génération, ils ont repris des niveaux de tous les anciens Sonic qu'ils ont remasterisés jusqu'à ceux de Dreamcast et même après. Ouais. Quoique je suis sur Xbox 360 et PS3, je suis pas sûr qu'ils ont repris Sonic the Hedgehog, je suis pas sûr. En tout cas, ils ont repris des trucs et qui sont remasterisés et c'est marrant parce que tu peux jouer à ces niveaux du coup en 2D et en 3D. Par exemple, le niveau de Sonic Adventure 2 dans les rues de San Francisco, tu peux y jouer soit plus ou moins comme à l'époque, ou soit en version comme si ça avait été sur Mega Drive, tout dans le genre. Bon, donc, ils sont sur la bonne voie. C'est pas encore ça, mais ça fait plaisir quand même de retrouver Sonic. Tu peux enlever ton chapeau. Ah merci. J'en peux plus. Je vous propose de retrouver notre envoyé spécial Jérôme sur le stand de Jabba le Hutt. Ah la classe. Donc on se retrouve pour la rubrique. Non, pas du tout. Je vois que toi tu suis pas le podcast Geeking en fait. Moi j'ai jamais regardé Geeking. Non, t'es qui, non. Toi ouais, t'es qui? On se connaît pas. Qu'est-ce que tu fous là? Ouais, moi c'est un peu bien ça. Dans un bar, je comptais fleurette et tout. Tu viens t'installer avec ton micro. C'est ton copain, celui qui est derrière? Bah écoute, ouais, plutôt sympa. Plutôt sympa. On jabarde. Tu nous fais des borgueries maintenant dans Geeking. Des borgueries dans Geeking. Donc on continue notre partie culture et je vous avais dit qu'on allait retrouver notre envoyé spécial Jérôme. Absolument. Dans une galaxie très très lointaine. En tout cas j'ai été envoyé, je sais pas si je suis spécial par contre. Ouais, c'est ça. Pour parler de The Old Republic, puisqu'en fait on en a rapidement parlé dans Geeking, pas tant que ça. Vous dans Scud vous en avez parlé, d'ailleurs je crois que c'était... Non, c'est spécifiquement moi qui en ai parlé. C'était quoi? C'était ton... J'ai fait un golomètre là-dessus. Ouais. En partant de l'hypothèse, si j'avais encore le temps de jouer à un MMO, est-ce que je triperais sur The Old Republic après avoir été un gros joueur de World of Warcraft? Désolé pour ma voix. Gros joueur de World of Warcraft. Bon, l'idée en fait de The Old Republic, comme vous l'aviez dit, c'est que ça se passe bien avant. C'est une vieille république. Oui, mais ça se passe bien avant les événements des films Star Wars que l'on connaît. 3000 ans avant. 3500 3000, 3000 avant. Parce qu'en fait, il y a Night of the Old Republic qui se passe en fait 300 ans avant The Old Republic. Et Dark Malak en fait. Quelqu'un cette histoire. Ouais, voilà, il est devenu fou. Et en fait, ça se passe juste après Dark Malak en fait, à la fin de Night of the Old Republic 2. Et l'idée, c'est qu'en fait, l'Empire Sith et la République Galactique, en gros, ont décidé de signer un accord de paix qui tient comme il peut. Et justement, quand on joue dans The Old Republic, c'est le début de la fin de cet accord de paix. Le début de la fin, tu vois. Oui, ça se tient. C'est vraiment ça. Et l'idée, en fait, c'est que à l'époque, il y avait énormément de Jedi, que ce soit des Sith ou des Jedi d'ailleurs. Et ça a donné lieu en fait à cet univers ultra riche. Je sais pas si tu as vu les visuels des vaisseaux. Il y en a un en particulier, un transporteur qui ressemble beaucoup au Millennium Falcon. Ouais, c'est ça qui est tu génial. retrouves en fait du design des épisodes 4, 5, 6 en fait. Tu sens que le Millennium Falcon c'est le dernier d'une lignée qui a été en fait qui a été designé en fait. Enfin voilà. Bon, pour faire simple, vous allez incarner des personnages qui sont dans l'une ou l'autre des factions. Il y a quand même quelques personnages qui ont l'air d'être plutôt neutres, tout ce qui est chasseur de primes et tout ça. Chasseur de primes et tout ça, il y a l'air exactement, ils ont l'air d'être assez neutres. Au niveau du chara design, pour parler de The Old Republic, c'est vraiment... J'ai l'impression qu'ils ont repris les recettes un peu de World of Warcraft, genre un peu cartoon, machin, ou un peu comme Clone Wars. Je pense qu'ils ont compris quelque chose sur le MMO et sur le jeu vidéo en général connecté. C'est que faut pas trop mettre de polygones, par contre faut embaucher des putains de DA. C'est ça. Il faut de la direction artistique à fond. Et c'est ça qui a fait le succès de World of Warcraft. Certains contestent beaucoup par contre la direction artistique de The Old Republic. Moi je trouve que c'est pas si mal. Enfin, surtout les dernières bouger. Ouais, il y a eu un update il y a pas longtemps et je trouve que justement c'est pas trop mal. C'est vachement plus fin. Je parle pas français moi. C'est beaucoup plus fin. C'est pas grave. Ouais, entre nous personne n'écoute. Puis on est très loin donc bon, on peut parler d'autres langues d'ailleurs si on veut. Moi, pour avoir joué à quelques MMO, c'est vrai que j'ai pas joué. Toi, t'as joué à Star Wars Galaxies ou pas? J'ai joué un peu à Star Wars Galaxy, qui très honnêtement était un MMO hyper novateur, dans le sens où, l'affrontement n'était pas forcément le but ultime. Ouais. Donc ça aurait marché dans le monde des bisounours. Voilà. Mais finalement, nous, on aime bien se bastonner. On aime bien s'en foutre sur la gueule. Fondamentalement, les jeux vidéo où il n'y a pas de la baston,
À part Tetris, enfin non, j'exagère un peu, mais globalement, on s'emmerde vite. Remarque, un Tetris sabre laser, ça peut être un truc ça peut être un truc sympa. J'ai une question qui m'en tête depuis tout à l'heure. Ouais. Tu disais, c'est un monde rempli de Jedi. Ouais. Donc, dans ce monde-là, quand ils font des Comic-Con, qu'est-ce qu'il y a dans les Comic-Con de Jedi? Des bisounours. Des gens ordinaires qui cuisinent. Qui cuisinent et tout ça. Qui vont au bureau. Non. Regarde un homme d'affaires. Ouais, c'est ça. Ah oui, t'imagines le truc inversé en fait, où ils font des conventions d'hommes normaux. Avec des gens normaux. Bref. Moi, ce que j'attends de The Old Republic, parce que ça fait un moment que j'ai pas joué à un MMO et j'ai vraiment envie de m'y remettre, et j'adore l'univers de Star Wars. Tu t'y remets pas. Si, je m'y remets. Sinon, Geeking, c'est fini. C'est fini. Non, mais je suis assez fan justement des MMO et tout ça, et The Old Republic me donne envie, ne serait-ce que par certains aspects que je trouve géniaux, du genre, t'as un vaisseau et tu peux voyager, il y a même des combats spatiaux et tout ça. Oui. Après, il faudra voir comment ça sera géré. Apparemment, les combats spatiaux, c'est un truc sur un rail, et genre tu cliques avec ta souris. En même temps, ça a l'air bien fun. Ça a l'air bien fait, ouais, voilà. Fun. Je sais pas. Je sais pas. Ouais. Mais fun. Ouais. Est-ce que toi, c'est un truc qui te fait triper de te dire, voilà, t'as un personnage et t'as un vaisseau et genre t'invites tes potes, tu. Comme d'habitude, avec des jeux comme les MMO sur lesquels on joue pendant hyper longtemps, tu peux pas non plus. Enfin, le gameplay devient plus important que le décor et que tout l'univers finalement. Parce qu'au bout d'un moment, tu oublies même les graphismes, le gameplay. Donc oui, dans l'idée, ça a l'air fun, ça a l'air bien. Après, il faut voir comment c'est implémenté, quoi. Trop tôt pour le dire. Ouais. Et toi, tu te laisserais tenter, d'après ce que j'ai entendu. Enfin, si tu avais. Si je pouvais, ouais, je crois que je recraquerais facilement pour The Old Republic. Et tu jouerais quoi? Chasseur de primes. S'il y a un truc du milieu où tu peux être à la fois un salaud et à la fois un gentil, mais en fait tu fais ce que tu veux, ça je le prendrais. Ouais, non mais. J'ai toujours joué neutre loyal, tu vois, dans ces alignements-là. Ouais. En tout cas, The Old Republic, je sais pas si vous avez vu le trailer, mais c'est quand même. Moi je trouve ça assez chouette. Les combats ont l'air dynamiques. Et d'ailleurs, ce qu'ils ont dit, c'est qu'en gros, ils avaient créé un système de combat. Alors, ça sent aussi peut-être le marketing à 2 balles, hein. Mais un système de combat dynamique qui colle à l'univers. Ouais, mais avec les contraintes d'un serveur. Et voilà, à la latence et tout ça. Donc en fait, ça va se résumer à tu cliques pour le combat laser et ça se fait tout seul et tu déclenches ta compétence, ton truc. Mais bon, faut voir. Ouais. Enfin bon. Oula, il y a quelques Jedi et Sith qui passent juste devant nous. Oui, mais j'ai vu l'Empire aussi passer. Ah. Ils ont intérêt à faire attention. Ah ben il y a même un chasseur de primes, tu vois. Ouais, il y a tout. Merci Jérôme. Eh ben écoute, de rien. Merci à toi. Et puis merci à nos convives quand même. Qui nous hébergent. Par contre, il n'y a rien à boire. Non, vous pouvez d'ailleurs retrouver des photos et suivre cette association belge, faut le dire. Oui. Nos amis belges. Alors l'association s'appelle The Prospectors. .be. Ça s'affiche ici. Ça s'affiche en bas, ou comme ça peut-être. Je sais pas dans quel sens. Alors tout ce qu'ils ont fait, c'est fait à la main. C'est fait. Ben oui, c'est fait main. C'est fait main. Tout et d'ailleurs, bon, on va pas confier les secrets de fabrication, mais c'est. Vous êtes fabriqué comment, mademoiselle? Voilà, vous êtes fait en quoi? Moi, en naturel. C'est très réussi. Et vachement réussi, hein. C'est assez incroyable. Allez, on va enchaîner avec le message de notre sponsor, Numéricable. Enchaîne-toi. Je vais enchaîner, c'est ici la chaîne. Terminer en princesse Léa. Non. Donc on va enchaîner donc avec le message de notre sponsor, Numéricable. Numéricable est connu en fait pour les offres triple play, tout ça. Mais n'en oublie pas pour autant son cœur de métier qui reste la télévision et la télévision HD en fait. C'est pour ça qu'en fait les meilleures chaînes chez Numéricable ne sont pas du tout en option en fait, elles sont comprises dans l'offre de base, dans le bouquet de base en fait. T'as pas la frustration de voir toutes les bonnes chaînes. Je veux sci-fi, il faut que je prenne tel bouquet, machin et tout ça, voilà. Par exemple, pour les fans de séries télé, dans l'offre NC Box Power, internet jusqu'à 100 mégas, ça c'est normal, mais en plus vous avez TF6, Série Club Sci-Fi justement, hein, qui est aussi partenaire d'ailleurs de Comic Con, où nous nous trouvons. Sci-Fi d'ailleurs. En France c'est M6 qui diffuse The Clone Wars, mais c'est produit par Sci-Fi. Donc Teva, 13e rue, June, Jimmy, tout ça, voilà, avec une qualité de réception juste incomparable, puisque fibre oblige, vous avez droit à des émissions en HD avec une qualité de malade. Donc si vous avez une télé 1080p, vous profitez de la vraie HD qui passe dans les gros tuyaux. C'est la vraie. Oui, enfin. C'est ce qui est écrit sur la plaquette technique. Hein. Des gros tuyaux. Ils ont écrit ça en fait. Mario et tout ça, voilà. Gros tuyaux. Ok. Bon, enfin, pour en savoir plus sur cette offre
Bah, il faut se connecter sur le site. Arrête Jérôme, t'as plus de voix là. Vous vous connectez sur le site NoWatch, www.nowatch.net. Si vous avez un adblock, vous le désactivez pour voir la bannière numéricable. Vous cliquez dessus, comme ça, vous venez de notre part, ça nous fait plaisir. Tout le monde est content. Merci Numéricable et merci à vous surtout de nous avoir reçus avec Jabba. Avec des micros. Ouais, voilà, attends. Voilà. Ce qu'on va faire, on va rajouter en post-prod les sabres qui se lèvent. Alors, attends. Voilà, attends. Voilà. Allez, on enchaîne de suite avec la rubrique High Tech. High Tech. Non, tu l'as fait en décalé. Mais on va devoir le refaire. Comme ça. Non, on va le refaire. Allez, on enchaîne tout de suite avec la rubrique High Tech. Alors, je vais quand même vous présenter pour cette partie high-tech. Bon, Patrick Béja, je ne sais pas si vous le connaissez, il anime quelques podcasts sur NoWatch. Le rendez-vous tech, c'est ça, le rendez-vous tech et Upload. Tout à fait, Monsieur Bonnet. Entre autres. Et à ma gauche, Julien, mais pas le Julien de d'habitude. Non, le gros Julien. Julien Calvé. Ça arrive. Tu animes aussi un podcast. Oui, je fais la voix dans la tête. Exactement. Voilà. Et accessoirement, c'est aussi grâce à toi qu'on a un hébergement et de la bande passante pour nos podcasts. Effectivement. Voilà. Je suis l'hébergeur de NoWatch. C'est lui l'hébergeur. Donc il faut le remercier. Si vous pouviez l'applaudir, ça me ferait plaisir. Hein. Merci beaucoup. Julien. Bon alors pourquoi je vous ai choisi vous Parce qu'on est beau. Non, en fait, j'avais personne d'autre sous la main. Mais non, parce qu'en fait, on va parler de high-tech et c'est quand même des sujets qui vous passionnent. Faut le dire. Enfin, toi, je crois, Patrick. Je suis pas certain, Patrick. Tu crois Non. Je sais pas. Je regarde de loin, quoi. C'est un truc. Donc en fait, on va parler de tout sauf d'Apple, Patrick. Je m'en vais. C'est ça. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. Aujourd'hui, c'est un peu spécial. On parle pas du tout d'Apple. D'accord. Non mais oui, bon vas-y. Alors que pourtant Lion est sorti en Goldmaster. Ouais, non mais on n'en parle pas. Bon d'accord. D'ailleurs il sera peut-être sorti définitivement au moment où je vais monter le podcast. Ça, on a dit qu'on en parlait pas. Voilà. Donc on va démarrer avec une news Microsoft et on va parler du SDK Kinect qui est enfin disponible pour Windows. Alors bon, je sais pas si vous avez entendu parler de ça, mais Kinect, ce fameux, enfin on en a parlé 1000 fois dans Geeking, mais ce fameux accessoire qui permet de jouer. Et Microsoft a vu que y avait toute une communauté qui s'amusait à le hacker. D'ailleurs au moment on s'était même dit on va faire le hack Kinect de la semaine dans un Geeking tellement il y avait de façons détournées d'utiliser Kinect. Microsoft s'est dit plutôt que de laisser les gens avec des SDK non officiels et pas forcément optimisés, on va sortir le nôtre. Faut expliquer peut-être ce que c'est qu'un SDK. Ouais, c'est un kit de développement d'applications, ni plus ni moins. C'est ce qui permet de développer des logiciels et d'utiliser certaines technos, comme là dans le cas de Kinect. Le Kinect, exactement. Le SDKK du coup. SDK Kinect. Software Development Kit. Kinect. Effectivement. Donc, voilà. T'as fait le K. Bon, bref. SDKK, ouais. SDKK. Donc, c'est pas pareil. C'est pas pareil. C'est une question intéressante en Très, fait. très, très. Oui. Donc en fait, Microsoft a décidé de fournir des outils officiels pour faire des applications un peu optimisées. Et on se rend bien compte qu'il est en train de se passer un truc bizarre chez eux. C'est magnifique. C'est magnifique. Ouais, il y a un vrai changement. Un vrai changement, une espèce de convergence de toutes leurs technos. Que ce soit leur téléphone mobile qui maintenant ressemble à Zune. Il paraît que t'en as un d'ailleurs. Zune. Ouais, j'ai dans ma poche. Ouais. Et en fait, Windows 8, dont on a parlé dans le précédent podcast, qui a une interface très proche de Windows 7. Et c'est vrai qu'il y a un usage dont on n'a pas parlé, mais même la Xbox commence à ressembler à... Enfin, le menu de la Xbox ressemble en fait au menu, à Windows 8 et à Windows Phone 7. Phone 7, ouais. Et on voit que justement toute la partie Kinect sur cette Xbox se manipule à la main avec ses cases, tout ça, machin. Et du coup, on se dit que potentiellement Microsoft pourrait nous proposer Kinect comme périphérique pour Windows 8. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez. Je sais pas si c'est complètement idiot ce que je raconte ou pas, quoi. Généralement oui, mais pour ce cas précis non. Ok. Non, mais c'est vrai que Kinect en fait, ce qui était vachement intéressant et ce que la plupart des gens ont reconnu avec ce périphérique quand il a été annoncé pour la Xbox, c'est que c'est beaucoup plus qu'un périphérique de jeu. C'est vraiment un outil qui donne à l'ordinateur sur lequel il est branché des yeux et des oreilles. Et à partir de là,
n'importe quel développeur de logiciels un petit peu inventif peut en faire quelque chose d'intéressant. Donc, au-delà de l'utilisation qui existe sur Xbox, ça peut ouvrir tout un type d'utilisation et d'interface utilisateur, d'expérience utilisateur. Machine, n'est-ce pas, Julien, qui peuvent être hyper intéressantes. Et là, c'est ce qui donne, ce qu'ils peuvent rendre possible. Et comme on sait que Microsoft a l'habitude de capitaliser sur ses succès, il n'est pas du tout impossible que ça soit pas obligatoire, mais qu'il soit Windows prévu. Movie Maker, ils ont bien capitalisé. Ah non. Mais il n'est pas impossible qu'effectivement avec Windows 8, il y ait une option à la base qui soit prévue pour que ça fonctionne avec Kinect. Un driver. Ouais. Oui, tout simplement. Un driver et une interface aussi optimisée. Oui, c'est un peu plus que le driver, parce qu'il faut que l'interface soit prévue pour fonctionner avec. Quand on voit Windows 8 qui est optimisé, là actuellement il parle beaucoup de tablettes et tout ça, mais on se rend bien compte que ça va être tout à fait possible de faire exactement la même chose que sur Xbox. Mais en fait, il y a des choses vachement intéressantes. Là, par exemple, ils ont sorti Canal Plus aussi, maintenant, qui peut gérer avec le Kinect. Ils sont en train vraiment de développer toute l'interactivité dans les menus de la Xbox. Donc, on voit bien avec Windows 8 la convergence qui est en train de se faire. Il y a vraiment quelque chose d'excitant là-dedans. Parce que, je suis fan de Microsoft comme d'Apple, mais en même temps, les nouveautés, c'est quelque chose d'extra. Et là, ils sont arrivés à un niveau de convergence tellement important en termes de médias, en termes de jeux. Voilà, il y a une continuité, on devient finalement une manette, donc on devient quelque chose d'intéressant et d'interactif dans le jeu, dans l'ordinateur. Donc c'est très excitant, je suis très excité par ça, non mais vraiment. Moi là où je vois un gros intérêt, et pour avoir parlé avec des gens de chez Microsoft, je sais pas s'il y en a dans le public, mais pour avoir discuté avec eux, ils ont même prévu pour Windows 8 de revoir le Media Center et justement de proposer une navigation à la main dans Windows Media Center. Et c'est quand même plutôt intéressant de te dire tu veux changer de chaîne de télé, même tu le fais à la voix, tu parles et hop ça change de chaîne, tu peux naviguer dans ton programme, enfin tout à la main, et ça qui est intéressant. La démo qu'ils ont faite pour le SDK, c'est, je sais, c'est très, ça nous concerne nous directement. En fait, c'est un espèce de salon dans lequel on peut essayer des sacs à main. Oui. Ça nous concerne directement. Ah mais moi j'étais aux anges quoi. Oui. Tu t'es dit le sac à main Gucci. C'est ça. Donc l'idée c'est plutôt Prada. Ah toi tu es Prada. Ok bon d'accord. Donc c'est n'importe quoi. Donc en fait vous êtes face à cet écran avec un Kinect qui d'ailleurs pourrait très bien être intégré dedans. Vous présentez face à l'écran et avec la main vous attrapez un sac à main. Enfin, vous posez votre main dessus, il y a un petit rond qui tourne, hop, ça charge le sac à main. Et le sac à main traque votre main. Donc vous pouvez vérifier si avec votre tenue, vos chaussures, tout ça, il est assorti, machin, tout ça. Ça m'a fait penser à un truc, ça me fait vachement penser, bon déjà rien que le fait d'utiliser tes mains, machin, tout ça, ça fait beaucoup penser à Minority Report, ça forcément, c'est le premier truc qui vient à l'esprit. Et se dire, tiens, t'es dans une boutique et tu manipules un objet virtuel, tu peux regarder s'il est déjà assorti. Alors tu vas me dire, ouais mais il suffit de prendre le sac à main sur l'étagère et tu fais la même chose quoi. Bah ouais mais il suffit de prendre le sac à main sur l'étagère et tu fais la même chose quoi. Ouais mais là l'intérêt c'est qu'en fait ça peut très bien être un site web et tu es chez toi avec ton Kinect et sans aller dans la boutique tu peux essayer tous les sacs à main de la boutique avec ta tenue chez toi. Tu sais essayer différentes tenues. Cédric, il y a aussi quelque chose de plus que le sac à main, c'est qu'il y a aussi les vêtements. Ouais. Et là, ils avaient fait une démo d'ailleurs. Oui, avec des robes à l'époque. Ouais. Et là, ça devient incroyable parce que tu vois des femmes changer de robe avec la main comme ça. Ouais. Elle est appliquée directement. En fait, ou des hommes, ne soyons pas sexistes. Ou des hommes. Oui, c'est vrai. On a eu Florent d'ailleurs tout à l'heure, je crois qu'il était habillé en femme. Oui. Et donc en fait, c'est là comme tu dis, en fait l'idée c'est que comme il nous détecte en 3D, il est capable d'appliquer une texture en fait sur le corps. Exactement. Et c'est ça qui est hallucinant. Non mais c'est clair que d'une manière générale en fait, je crois que on est vraiment au début de cette technologie et on a les premiers essais un petit peu maladroits qu'on est en train de faire quand on approche une technologie pour la première fois. Et c'est encore une fois, je me répète, mais c'est cette idée que désormais l'ordinateur peut nous voir en 3D. Ça veut rien dire vraiment, mais simplement que quand il nous voit en 3D, il peut faire plus que quand il nous voit simplement avec une webcam normale. Et donc ça ouvre énormément de possibilités. Et là, peut-être que nous, on trouve ça hyper excitant de pouvoir essayer un sac à main ou une robe. Ah, surtout toi. Je dis oui. T'as un téléphone de princesse déjà. Mais ce que ça veut dire, exactement. Mais ce que ça veut dire, c'est que
ces outils vont permettre aux développeurs d'aller beaucoup plus loin. Et là, on ne voit pas encore ce qui va se passer plus loin. La raison pour laquelle on est excité, c'est pour les possibilités et les changements dans l'interface homme-machine qu'on n'a pas eu depuis 20 ans, quoi, 25 ans. Ah mais c'est ça. En fait, l'idée c'est que c'est une nouvelle façon d'interagir avec la machine. C'est juste ça. Et c'est quelque chose qu'on attendait quand même depuis super longtemps. On est cantonné au clavier souris, au trackpad tactile, machin, au écran tactile. Et là, on a enfin un truc dans l'espace. Bon, il y a des inconvénients, fatigue, machin, tout ça. Et puis il y avait un inconvénient quand même au Kinect. C'est qu'en fait, il faut vachement de recul pour pouvoir l'utiliser. Oui. Et comme à Paris, les appartements sont immenses, hein, pour ceux qui habitent à Paris, vous le savez. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a souvent pas les 3 mètres de recul. Et il y a une société qui s'appelle Nico, qui a créé un truc qui s'appelle Nico Zoom. Et c'est une espèce de paire de lunettes que vous mettez sur le Kinect et qui permet en fait de réduire de plus de 40% le besoin en profondeur. L'idée en fait de ce truc là, c'est que en gros ça la rend presque grand angle, quoi. Ouais. Et donc vous avez besoin d'aller à 1m50, 1m60 pour pouvoir utiliser Kinect de façon confortable. Puka arrive, c'est génial. Ça veut dire qu'il faut qu'on se dépêche, qu'on est à la bourre. Et donc, pour terminer, ça vaut 53 $, ce petit truc. Ça marche super bien, à juste un détail près. C'est qu'on perd un petit peu en précision quand on joue. Mais je pense en particulier face à un ordinateur, on n'aurait pas assez de recul pour profiter. Enfin, s'il faut se mettre à 3 mètres de l'ordi pour profiter de l'ordinateur, il faut un écran immense, quoi. Et le fait de développer ce petit truc, c'est pas mal. Et je pense même qu'à terme, Microsoft développera en fait un Kinect spécifique au PC. Genre un petit truc façon webcam. Complètement. Un peu à la Ajustec. Ajustec avait... Ah oui, oui, a fait ça. Mais c'est le même techno et c'est aussi 3 mètres. Ouais. Ah, c'est 3 mètres c'est aussi 3 mètres. Ah, donc voilà, l'idée. C'est une nouvelle direction dans laquelle. Enfin, je sais pas si vous vous souvenez de la première souris, mais c'était un boîtier en bois avec un bouton et des fils partout. Et effectivement, je suis certain que les prochaines versions de ce type de technologie seront beaucoup plus faciles à utiliser. Il y a aussi une chose que j'ai trouvé extraordinaire dans le Kinect, c'est son accessibilité en termes de tarifs. Oui. Parce que on dit waouh, quand même, on est à moins de 150 € aujourd'hui pour le device et je trouve ça aussi assez incroyable. C'est clair. L'intégration de ce truc-là. Je pense qu'il y a un effort, enfin je dis pas qu'ils vendent à perte, mais à mon avis, remarque, c'est juste de l'infrarouge et des petites webcams et tout ça, c'est pas... Bon. Il y a peut-être un petit processeur intelligent. L'autre grosse actualité, ça a été quand même cette semaine Google+. Eh oui. Qui a utilisé dans le public, si vous m'entendez malgré la musique bien pourrie, est-ce que vous avez utilisé Google+? Non? Oui, il y en a qui ont essayé. Il commence à y en avoir. Il y en a quelques-uns. Il y en a quelques-uns, 3, 4, c'est pas la majorité encore. Ouais, d'un autre côté, c'est encore sur invitation. Il faut connaître l'ouvreuse, tout ça. Voilà, il faut avoir quelqu'un à l'entrée pour pouvoir entrer, pas de basket et tout. C'est hyper chiant en fait. C'est toujours un peu compliqué, quoi. C'est comme pour Wave à l'époque. Donc voilà. Feu Wave. Buzz. Feu Buzz. Buzz, il est encore là. Hein. Oui. D'ailleurs, on va en parler. Exactement. Donc, Google+, en fait, qu'est-ce que c'est ? Patrick, peux-tu nous expliquer vite fait ce que c'est Google+? Alors Google+, c'est pour faire très très simple, la réponse de Google à Facebook. On sait que dans l'univers du net, les réseaux sociaux sont en train de gagner en importance depuis quelques années, à tel point que Facebook est devenu le site le plus consulté sur le web récemment. Et vraiment, les réseaux sociaux sont un espace duquel on ne peut pas être absent si on veut être un acteur majeur sur le web. Google travaille sur ce projet depuis très longtemps. Ils ont fait quelques essais dans le domaine avec Buzz notamment, Wave d'une certaine manière. Orkut, c'est pas la même chose, ils l'ont racheté et puis ils ont essayé de l'intégrer. Et donc Google+, est donc leur réponse sérieuse à Facebook et ils l'ont sorti il y a 2 jours et c'est assez similaire en fait à Facebook avec quelques différences fondamentales qui font que il va peut-être plus plaire mais c'est pas du tout pareil. Voilà. Non, moi j'irai pas jusque là. On est quand même pas complètement on comprend quand même où on arrive. On pense tout de suite à Facebook quand on arrive dessus. Bah ça ressemble, enfin graphiquement. Au niveau de l'interface, oui, ça ressemble pas mal. Et il y a quelques différences, je sais pas si tu veux en parler ou je... Vas-y alors, Patrick. Pour moi, la différence principale, à vrai dire, il y en a 2.
2,5. Bon, je vais en parler. Vas-y. Alors, la première, c'est Circles. Les 3 cercles. pour le prix de 2. C'est ça. La première, c'est Circles, donc les cercles qui déterminent la manière dont vous allez suivre et vous abonner aux gens. Et suivre vos amis, en fait. Et l'énorme différence, c'est que avec Facebook ou même Twitter, c'est que avec Facebook, votre relation était réciproque. Donc si vous vouliez que quelqu'un devienne votre ami, vous étiez aussi son ami automatiquement, s'il acceptait. Avec Twitter, vous pouviez suivre quelqu'un sans qu'il ne vous suive. Et bien avec Circle, c'est encore un petit peu différent parce que vous pouvez suivre quelqu'un en le mettant dans un de vos cercles. Vous pouvez avoir autant de cercles que vous voulez. Les cercles, c'est des espèces de listes finalement. Oui, voilà, c'est un petit peu des listes. C'est des listes. Donc vous pouvez faire plusieurs listes. Je peux faire une liste mes amis où je mettrai Cédric et Julien. Une liste, faut que je le suive, mais je l'aime pas tellement, genre Jérôme. Etc. Voilà, Jérôme et Christophe. Dans ces listes-là, je ne vais voir. Si je regarde ma liste amis, je ne vais voir que vos mises à jour à vous. Un petit peu comme une liste sur Twitter. Et si je vais voir la liste des gros cons, tu verras Jérôme. Des gros cons, je verrai que les mises à jour de Jérôme. Mais là où c'est très ingénieux de la part de Google, c'est que je peux aussi choisir de n'envoyer mes updates qu'à une liste. Et là, c'est quelque chose qui n'était pas possible avec les autres systèmes. Pas vraiment de cette manière. Donc, si j'envoie une mise à jour uniquement à vous, à la liste mes amis... Disons que sur Facebook, on pouvait quand même définir dans les listes, dire que certaines listes n'avaient pas accès aux mises à jour de statut. Le seul problème, c'est que c'était définitif, entre guillemets, et que si je voulais... Exactement. Donc là, je peux vraiment choisir, selon la mise à jour, à qui je vais l'envoyer. Et si j'envoie une mise à jour uniquement à ma liste mes amis, il n'y a que vous deux qui allez la voir. Et personne d'autre ne la verra. Il y a quelques bugs pour le moment, mais en gros, l'idée, c'est ça. Il y a quelques bugs, en fait, tout le monde voit tout. Un petit peu. C'est un peu ça. L'énorme avantage, c'est que ça veut dire qu'on peut vraiment gérer l'outil comme un outil de communication privée et comme un outil de communication publique. Ça peut être très similaire à Twitter et ça peut être très similaire à Facebook et on a vraiment le choix. Donc ça, c'est un aspect qui est extrêmement important. En fait, l'outil est suffisamment flexible pour qu'on décide d'en faire soit un Facebook, soit un Twitter, soit un mix des deux. Mais non, mais c'est même plus que ça. C'est que en fonction de la mise à jour qu'on va envoyer, on peut l'utiliser de manière plus privée ou plus publique. Donc en un outil, on peut choisir la manière dont on va l'utiliser. Toi, Julien, t'as pas été bluffé par la fonction de vidéoconférence jusqu'à 10 personnes dans le navigateur, juste avec un petit plugin à installer? Alors, tu sais, c'est assez marrant parce qu'en fait, je connais bien la technologie qui est utilisée derrière, c'est Jabber. Voilà. Donc, ils ont rationalisé ça. Il y avait Google Talk qui permettait de faire de la vidéo. Là, maintenant, ils font de la conférence, toujours avec le même type de service. Donc, à la limite, je vais te dire franchement, Patrick, moi, c'est la seule chose qui m'a vraiment intéressé. La vidéo. Et les conférences comme ça. Parce qu'il n'y avait pas d'outils qui permettaient vraiment de faire de la conférence de façon aussi accessible. Et là, on peut vraiment créer ça. Tu crées justement un circle vidéo. Et tu mets tes amis dedans. Faut expliquer quand même un petit peu plus précisément, c'est-à-dire que on peut ouvrir ce qui s'appelle une bulle, qui est une conférence vidéo sur laquelle n'importe qui peut entrer ou sortir au moment où il veut. Mais on peut la restreindre à un de nos cercles. Oui. Et un truc qui est génial, je sais pas si vous avez vu ça, mais il y a une démo en fait d'un podcasteur qui a fait un podcast avec. En gros, il capture son écran et il y a toutes les caméras et quand il clique sur les caméras, automatiquement il met en avant une personne ou alors quand la personne parle, hop, elle apparaît en grand. Et ça, c'est vraiment génial. On a en bas toutes les vidéos de tous les participants et quand l'une de ces personnes parle, elle apparaît en grand au-dessus. On pourrait imaginer un upload vidéo. Ah mais complètement, moi c'est le premier truc auquel j'ai pensé. Je me suis dit ça pour les podcasts, ça peut très certainement devenir un bon outil, un super outil. Mais plus que ça, ils ont déjà intégré un outil de partage de vidéos YouTube, donc on peut regarder une vidéo avec ses potes et la commenter. Mais on peut imaginer aller beaucoup plus loin. On peut faire de la musique, on peut faire des jeux, on peut faire du travail sur des documents. Et c'est pas quelque chose de fondamentalement complètement nouveau comme technologie, mais la manière dont ils l'ont implémenté est parfaite et tous ceux qui l'ont utilisé ont été bluffés. Mais finalement, c'est bien la seule chose qui m'a plu dans Google, plus. Dans Buzz. Ouais, j'allais dire dans Buzz parce que justement, pour moi, c'est finalement, c'est un peu, tu vois, comme What Do You Love de Google, tu vois. C'est on te met tous les services, on te dit tiens, on va prendre du Buzz, on va prendre du Wave, on va prendre du Google Talk, et puis finalement, qu'est-ce qu'on a? Un mélange comme ça qui est effectivement intéressant sur la partie peut-être homogénéisation et convergence de Twitter et de Facebook, mais c'est tout.
En fait, et pour moi, excuse-moi Cédric, vas-y. Je pense que ça ne remplacera pas Facebook, tu vois, ni Twitter non plus, parce que il manque une âme, il manque de l'âme, il manque de l'humain, il manque de l'humain là-dedans. Bah, je vais te dire un truc. D'une part, je suis d'accord avec toi, ça remplacera pas Twitter et Facebook, c'est sûr, parce que c'est trop compliqué à utiliser pour le commun des mortels. Les cercles, c'est quand même un petit peu pénible. D'autre part, les mises à jour qui remettent tout au début. En fait, on peut commenter sur les statuts. Ah oui, et sur ça remonte. Et ça remonte, donc c'est impossible de suivre un statut facilement. Par contre, là où ils ont un atout énorme, monumental, c'est que pour les utilisateurs de services Google, on a sur la barre de dessus maintenant, dans tous les services Google, les petites mises à jour qu'on voit qui apparaissent partout. Donc en fait, t'as pas besoin de raison pour revenir sur Google+, t'y es tout le temps. Si tu utilises Gmail ou les Google Docs ou des choses comme ça. Mais ça te fait pas peur? Donc, en fait, un petit peu, mais disons qu'au niveau stratégique, ça veut dire qu'il y a une certaine partie de la population, une certaine partie de la sphère technophile qui va forcément l'adopter dans une certaine mesure. Ouais, c'est sûr. Et il faut être clair, c'est un coup de maître pour Google parce qu'ils ont vraiment réussi leur coup. Pour conclure, parce qu'on pourrait passer des heures sur Google+, mais qu'est-ce qui, on va s'amuser à faire un pronostic comme à l'époque de Wave. D'ailleurs, on a un Patrick, c'est Wave, ça va remplacer l'email, c'est génial. Non, ce que j'avais dit, c'est que l'intention, c'était de remplacer l'email. J'ai pas dit que ça allait le remplacer. À votre avis, est-ce que Google+, on va le faire entre nous et après on le fera main levée. Est-ce qu'à votre avis, Google+, va réussir à s'imposer ou ça va être finalement comme Wave ou Buzz, un truc lancé et puis qui n'aboutira absolument à rien? Bah écoute, moi je vais être franc, je suis pas très positif sur Google+. Toi tu penses que ça sent le sapin? Je pense qu'ils sont pas allés assez loin et que pour créer un réseau social il faut des gens et que là malheureusement c'est qu'une convergence de services, mais il n'y a pas de gens, il n'y a pas le service, il n'y a pas ça, il n'y a pas d'API aujourd'hui. Oui, mais il est sorti depuis 2 jours. Ouais, mais Facebook, quasiment au début, il y avait déjà des API. Alors, quasiment au début. Ouais, mais quasiment au début. Mais regarde Foursquare, il y a des API. Chez Instagram, ça commence à arriver. Tous ces réseaux sociaux sont en train de se développer. Mais il manque une âme. Il manque une âme. Il manque quelque chose. Il manque de l'humain. Franchement, vu les réactions que j'ai vues sur le net, moi je suis convaincu. D'une part, tout le monde est séduit. Et d'autre part, c'est un bel outil. Je pense qu'il y aura d'ici la fin de l'année quelques dizaines de millions d'utilisateurs. Que ça va pas être un réseau qui va arriver au niveau de Twitter ou Facebook, mais qui va certainement être un succès. Mais par défaut, et qu'il aura sa c'est comme place. Buzz, on a été obligé de l'utiliser parce que Buzz, je l'appelle pas un succès. Tu vas sur Buzz, il y a que des updates Twitter. Il y a personne. Non, moi je suis convaincu ça s'appelle un copier-coller en fait. Mais sans remplacer les autres réseaux. Les geeks et les spécialistes, en fait, ils disaient que l'iPad ça n'allait pas fonctionner du tout, tu vois. Jamais de la vie. Mais si, ça marche pas, regarde. Ça marche pas, on en a pas du tout. Attends. C'est pour ça que je te dis, moi je fais pas confiance. Si tu veux, à un moment donné, oui, mais on doit faire confiance aux gens et pas aux spécialistes. Les spécialistes, bien sûr que je suis fan de plus dans la mesure où c'est un nouveau truc. Moi j'ai envie de consommer plus. Mais moi je suis un peu de son avis, c'est-à-dire que j'ai peur qu'en fait il rencontre pas le grand public. Peut-être qu'il est pas fait pour, j'en sais rien. Non, mais moi je pense pas qu'ils vont rencontrer le grand public. C'est dommage, ça va rester un truc de geek. Mais des geeks, il y en a beaucoup, quoi. Ouais, mais bon. Oui. Mais il y a aussi des vrais gens. Non, mais attendez, je suis pas en train de dire que ils vont avoir 700 millions de comptes comme Facebook. Je dis simplement qu'il y aura quelques dizaines de millions de personnes qui vont beaucoup et ça va devenir le refuge des geeks. Comme Wave. Le refuge des geeks. C'est un peu l'abri anti-atomique. Une fois que tous les kikoulol auront débarqué sur Twitter et Facebook, on ira se réfugier dans Google+. Ouais. Mais en fait, tu vois, c'est comme Wave en fait. Les gens il y a que les spécialistes qui sont restés sur Wave. Au moment où Buzz et au moment où Wave sont sortis, tout le monde était hyper sceptique. Je vous laisse. Oui. Bon, salut, c'est un débat qu'on continuera dans les mois à venir. Franchement, c'est super sympa. Voilà, donc on va conclure ce Geeking à Comic-Con qui était un petit peu particulier. Merci d'avoir assisté à cet enregistrement. Alors c'est vrai qu'il n'y a pas les incrustations, tout ça, machin, donc vous le voyez pas, vous le verrez avec la post-prod. Merci Patrick. On te retrouve donc sur le rendez-vous Tech Upload et notre Patrick sur Twitter. Exactement. Voilà.
Julien, toi, on te retrouve donc La Voix dans la tête. Lavoixdanstête.com et sur Twitter, @Julien Calvé. Voilà, exactement. Notre hébergeur qu'on adore et tout ça. Ouais. Merci encore de nous avoir suivis et on vous dit donc au numéro 103 du coup. Exactement. 3. Et ouais. 103. Ah, ça va être chouette alors. Allez, ciao. Salut à tous. Merci à vous, merci. Merci à vous.